Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet délicat, mais vraiment essentiel. La mise en place de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, l'EVARS donc, dans l'enseignement catholique en France. Oui, et on va le faire en s'appuyant sur une réflexion assez forte du collectif Voix libérée. Ce sont d'anciens enfants choristes qui ont été victimes d'abus. Et leur parole, elle est cruciale ici. Tout à fait. Pour eux, et c'est ça qui frappe d'emblée, l'EVARS, ce n'est pas juste une question de pédagogie. C'est bien plus que ça. Ah oui, c'est une question de prévention vitale, une question de dignité. Ils vont même jusqu'à dire que c'est un, je cite, test de vérité pour l'Église. Ce terme est fort, test de vérité. Parce que oui, l'EVARS devient obligatoire. Mais la question qu'il soulève, elle est centrale, c'est comment est-ce qu'une institution qui a un passé marqué par le silence sur ces questions peut soudainement devenir garante de la parole, de la protection? C'est exactement ça l'enjeu. Pour bien comprendre, il faut revenir à leur expérience. Ils disent que les agresseurs, en fait, ils s'appuient sur deux failles principales. Lesquelles? D'abord, le silence de l'institution. Une institution qui souvent a protégé sa réputation avant de protéger les enfants. Et puis, l'ignorance des enfants eux-mêmes. Ils n'ont pas les mots, pas les concepts pour comprendre ce qui se passe, pour dire non, pour alerter. Donc l'EVARS, si elle est bien faite, elle vient attaquer ces deux points névralgiques. C'est ça, briser le silence et combler l'ignorance. C'est pour ça que pour eux, c'est pas un petit plus, c'est vraiment central. D'accord. C'est donc vu comme un levier potentiel pour déjouer les mécanismes qui ont permis les abus. Mais est-ce qu'ils voient quand même des aspects positifs dans le programme tel qu'il est proposé, ou est-ce un rejet total? Non, ce n'est pas un rejet total. Ils reconnaissent des points intéressants. Par exemple, le fait d'aborder l'affectivité et la sexualité ensemble, comme un tout. Ça, c'est plutôt bien perçu. D'accord. Et aussi l'introduction de la notion de consentement. Très tôt, c'est vu comme une clé pour l'autonomie corporelle, pour que l'enfant sache que son corps, eh bien, il lui appartient. Une base qui semble saine, mais on sent bien que la méfiance reste énorme, nourrie par des années, des décennies de silence, comme ils disent. C'est là que leurs inquiétudes sont les plus fortes, j'imagine. Absolument. La première, la plus massive, c'est cette culture du silence institutionnel. Comment faire confiance, en gros? Oui, la crédibilité est en jeu. Exactement. Ensuite, il y a la peur des résistances idéologiques. La crainte que certaines réserves, par exemple sur la question du genre ou sur l'étendue exacte du consentement, que ça vienne affaiblir le programme, le vider de son potentiel préventif. Et il y a aussi cette question très concrète de l'adaptation du programme. L'enseignement catholique peut adapter le programme officiel. Le risque qu'il pointe, c'est que cette adaptation soit en fait une forme d'autocensure, une dilution. C'est tout à fait ça. Un risque d'édulcoration piloté par l'institution elle-même, qui est quelque part mise en cause. Et puis, il y a les doutes sur la mise en œuvre pratique. Est-ce qu'il y aura vraiment une formation solide pour tous les adultes? Pas juste les profs, mais tous les encadrants. Voilà. Les surveillants, les bénévoles, le clergé aussi. Est-ce qu'il y aura des heures dédiées, des moyens suffisants et surtout des espaces de parole vraiment sûrs, vraiment indépendants pour les jeunes? Face à ce tableau contrasté entre un certain espoir et de profondes craintes, le collectif ne fait pas que critiquer, ils ont des demandes très claires, des exigences. Oui, des exigences qu'ils qualifient de non négociables. Pour eux, c'est la condition pour une protection réelle. La première, très forte, l'indépendance des intervenants. Il faut que ce soit des personnes extérieures, agréées, formées, mais surtout hors de l'autorité directe de l'Église. Logique pour éviter les conflits d'intérêts ou la pression. C'est ça. Ils demandent aussi que les collectifs de victimes soient associés, à la fois pour élaborer les programmes et pour suivre leur mise en œuvre. Pour apporter leur vécu, leur expertise des failles du système. Exactement. La transparence est aussi une demande clé. Des bilans publics, chaque année, établissement par établissement. Savoir ce qui est fait concrètement. Et la formation? Formation obligatoire, sérieuse, pour tous les personnels. J'insiste sur le tous. Et enfin, un point absolument crucial, créer des espaces d'écoute externes, confidentiels, facilement accessibles, animés par des professionnels indépendants. Pas juste le conseiller de l'école. On voit bien se dessiner les contours de ce fameux test de vérité. Il ne s'agit pas juste d'afficher un programme. C'est une preuve de changement culturel profond qui est attendu.
C'est tout l'enjeu. C'est une opportunité historique pour l'Église de montrer que, oui, la protection de l'enfant est devenue la priorité absolue. Mais, et c'est le revers de la médaille, si les actes ne suivent pas, si la mise en œuvre est timide, contrôlée de l'intérieur, eh bien ce sera vécu comme une trahison de plus, une immense déception. Pour résumer, donc ce que Voix libérée met en lumière, c'est cette tension. D'un côté, le potentiel réel de l'EVARS pour protéger, et de l'autre, la crainte, fondée sur l'histoire, que l'application soit insuffisante, peut-être même biaisée par ceux qui ont failli par le passé. Leur message est vraiment limpide. L'EVARS, c'est un droit fondamental pour les enfants. Son application ne peut pas être laissée à la discrétion d'une institution dont le passif en la matière est si lourd. Pour eux, une surveillance extérieure et l'implication des victimes, c'est indispensable. C'est pas une option. Et pour terminer, une pensée qui nous est renvoyée par le collectif, une pensée qui souligne l'urgence. Chaque mois qui passe sans une EVAS complète, indépendante, et dont l'efficacité est vérifiée, c'est potentiellement une nouvelle exposition au danger pour des enfants. La question, au fond, n'est plus tant de savoir si l'institution va agir, elle y est contrainte. La vraie question, c'est comment. Est-ce qu'on assistera à une transformation réelle, vérifiable, ou bien, comme le craignent les victimes, à une simple opération de façade? C'est toute la question. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pcantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.